Dans le grand B, nous avons vu comment augmenter la productivité dans le cas d'un agrosystème. Cependant, cela n'est pas sans conséquences sur l'environnement et sur la santé. C'est ce que nous allons voir dans ce grand C. Quelles sont les conséquences d'une utilisation massive d'engrais ou de pesticides? Pour le découvrir, il y avait à faire un devoir à la maison, c'est-à-dire répondre aux questions de la page 183 et 187. Commençons dans le petit 1 par voir les utilisations massives de pesticides. Les pesticides sont employés par l'homme et se retrouvent très rapidement dans le sol. Ils peuvent ruisseler avec les eaux de pluie vers l'océan ou s'infiltrer dans les nappes phréatiques. C'est la première conséquence, c'est que les pesticides s'infiltrent dans le sol et peuvent rejoindre des cours d'eau ou des nappes phréatiques. Les pesticides utilisés peuvent être inoffensifs, certes, de par leur nature. Cependant, lorsqu'ils sont à l'intérieur des sols ou autres, eh bien, ils peuvent être transformés en produits toxiques par les micro-organismes tels que les bactéries. Et c'est là que cela peut poser des problèmes. Même si à la base ils n'étaient pas toxiques, ils peuvent le devenir par l'intervention chimique d'êtres vivants, comme les bactéries présentes dans le sol ou dans le milieu aquatique. Les êtres vivants qui absorbent alors ces substances toxiques en accumulent une grande partie dans leurs tissus, notamment les graisses, car ces substances sont peu dégradées ou métabolisées. Comme les êtres vivants qui vont être au contact, par exemple, dans l'eau où s'est retrouvée cette substance toxique, eh bien, cet être vivant va en absorber et ne va pas le transformer. Il va l'accumuler dans ses tissus, comme ses graisses. Puis, cet être vivant va être mangé par d'autres. D'accord? Donc, comme la biomasse d'un niveau trophique est construite à partir de la biomasse beaucoup plus grande du niveau inférieur, au final, eh bien, la concentration des toxines va augmenter dans les tissus à chaque échelon des chaînes alimentaires. Par exemple, il y a, dans le niveau trophique initial, pas trop de toxines. Mais l'être vivant du niveau trophique supérieur va manger beaucoup de l'être vivant du niveau inférieur. Conséquence, il va accumuler davantage de toxines. Le poisson, par exemple, qui a mangé, ainsi va avoir pas mal de toxines, puis lui-même va être mangé par un être vivant. Je ne sais pas, imaginons qu'on est au niveau d'un cours d'eau, il y a un oiseau qui passe, j'invente, et l'être vivant, enfin l'oiseau va manger donc ce poisson. Mais il ne va pas manger qu'un poisson, il va en manger plusieurs. Donc au final, la toxicité va être de plus en plus grande au fur et à mesure des chaînes trophiques, des niveaux trophiques supérieurs. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la bioamplification. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que c'est, de façon visuelle. Eh bien, c'est ceci. Donc au départ, il n'y a pas trop de pollution. D'accord? Il y a quelques toxines dans l'eau, puis le taux de toxines augmente légèrement. On passe de 0,0000003 à 0,04 parties par million de toxines dans les zooplanctons. Puis le zooplancton va être mangé par le poisson. Et on passe de 0,04 à 0,5 parties par million. Puis, le poisson va être mangé par un autre grand poisson. Et on passe de 0,5 à 2. D'accord? Pourquoi? Parce que, eh bien, il va manger beaucoup de petits poissons. Puis, il y a l'aigle au-dessus, et plus précisément le balbuzard, qui, lui, va manger beaucoup de gros poissons. Et ainsi, au niveau de l'aigle, la toxicité est de 25 parties par million. Il y a eu donc, si on regarde entre le point de départ, la toxicité dans l'eau, et dans l'aigle au final, une multiplication par 10 millions de la concentration de toxines. Donc c'est ce que l'on voit au niveau des pyramides des biomasses, entre producteurs primaires, herbivores, carnivores et super carnivores, par exemple nous. Eh bien, au niveau de la producteur primaire, on voit qu'il y a, au niveau des toxines, qu'un nanogramme de toxines par gramme, dans le producteur primaire. Dans l'herbivore, ça passe à 10 nanogrammes par gramme. Dans le carnivore, à 100 nanogrammes par gramme. Et dans le supercarnivore, à 1000 nanogrammes par gramme. Par exemple. Donc selon les toxines, comme vous voyez, là c'était multiplié par 1000, tout à l'heure c'était multiplié par 10 millions. Donc on a bien ce qu'on appelle un phénomène de bioamplification que je définis ici. C'est la concentration de plus en plus importante d'une substance naturelle ou contaminante à mesure qu'elle circule dans les maillons supérieurs d'un réseau trophique. On a vu les conséquences possibles. Donc au final, on se retrouve avec des possibilités d'intoxication des êtres humains à cause des pesticides qui, au départ, eh bien, ont fini par se retrouver en faible quantité certes, mais dans l'eau. Voyons maintenant quelles sont les conséquences dans le cas d'une utilisation massive d'engrais. On a vu dans le cas des pesticides, voyons dans le cas des engrais.
Tout d'abord, il peut y avoir le phénomène qu'on appelle l'eutrophisation des lacs. Qu'est-ce que l'eutrophisation? C'est l'accroissement en éléments nutritifs des eaux continentales ou littorales, ce qui va provoquer une prolifération des algues, et cette prolifération des algues va entraîner à terme une désoxygénation progressive du milieu. Donc les engrais répandus en milieu agricole sont entraînés dans les eaux de ruissellement des champs et aboutissent dans les cours d'eau et les lacs. Voilà ce qui peut arriver. Lorsqu'on met des engrais, ça va finir par les lacs, par exemple. Dans ces écosystèmes aquatiques, les engrais vont favoriser une croissance explosive, une très très forte croissance des algues. Conséquence, on va avoir une eutrophisation progressive des lacs. Je détaille. Quand les algues meurent, d'accord, elles sont beaucoup développées, mais elles vont finir par mourir. Elles vont s'accumuler en très grande quantité sur le fond des lacs. Et dès lors, elles vont être décomposées par les micro-organismes. Cette décomposition va consommer de l'oxygène qui est présent dans l'eau. Comme il y en a beaucoup d'algues, énormément, il va y avoir une très forte consommation de dioxygène par les micro-organismes. Conséquence, l'eau devient de plus en plus pauvre en dioxygène. On a affaire à ce qu'on appelle une anoxie qui va s'installer. S'il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau, les êtres vivants aquatiques ne peuvent plus respirer correctement. Conséquence, un grand nombre d'espèces vont mourir. Au final, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, le lac va devenir trouble, inerte, on le qualifie d'eutrophe. Le développement de la vie n'est plus possible puisqu'il n'y a plus assez d'oxygène. Je donne quand même quelques définitions. D'abord, la définition d'anoxie, c'est la suppression de l'oxygène qui est présent. Lorsqu'on est en anoxie, c'est qu'on n'a pas assez de dioxygène. En petit 2, nous allons voir comment est-ce que les nappes phréatiques peuvent être polluées. Donc, c'est ce qu'on vient de voir juste avant par rapport aux engrais. Eh bien, ces engrais peuvent s'infiltrer directement ou indirectement dans les nappes phréatiques et rendre l'eau donc impropre à leur consommation. Si le taux, alors là on va parler de normes européennes, si le taux de nitrate dépasse la concentration réglementaire en Europe qui est de 50 mg de nitrate par litre d'eau, au-delà de cette norme, l'eau est impropre à la consommation, elle est interdite à la consommation. Si jamais ce taux de 50 mg de nitrate par litre d'eau est dépassé, eh bien les nitrates peuvent être transformés en nitrites par les micro-organismes qui sont présents dans l'eau, par les aliments ou le tube digestif. D'accord? Il peut y avoir une transformation des nitrates en nitrites. Or, ces nitrites peuvent se révéler nocifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une particularité, ils transforment l'hémoglobine normale en méthémoglobine. Donc je rappelle, l'hémoglobine, c'est la molécule contenue dans les globules rouges qui fixe le dioxygène. Si jamais il y a présence de nitrites dans le sang, eh bien cela va provoquer une réaction chimique transformant l'hémoglobine. Ainsi, les globules rouges ne seront plus capables, puisque l'hémoglobine, mais la méthémoglobine, seront plus capables de transporter l'oxygène aux cellules. Et là, ça peut être vraiment, cela pourrait entraîner la mort. Une trop forte dose de nitrite peut provoquer bien sûr la mort. De plus, les nitrites interviennent aussi dans la synthèse de composés cancérigènes qui sont impliqués dans l'apparition des cancers gastriques. Donc deux problèmes avec les nitrites. 1. Transformation de l'hémoglobine en méthémoglobine, ce qui empêche donc la fixation de l'oxygène par les bouches. Deuxième problème, favoriser le développement de cancers gastriques.